Précédemment, nous nous sommes intéressés aux circuits alimentés en courant continu, dans lesquels le courant circule toujours dans le même sens, qu'il soit constant ou variable dans le temps. Dans le monde qui nous entoure, de nombreux générateurs produisent du courant alternatif, c'est-à-dire du courant qui change de sens périodiquement et est donc variable dans le temps. Par exemple, tout instrument ou appareil électrique que l'on branche dans une prise murale est alimenté par une source de FEM alternative. De nombreuses autres applications de la vie quotidienne font intervenir des courants qui varient sinusoïdalement dans le temps. C'est le cas par exemple de l'émission et la réception des signaux radio et télévision. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser au courant, à la tension et à la puissance dans les circuits alimentés en courant alternatif. Dans ce chapitre, nous allons étudier les réponses des trois grands composants des circuits électriques, les résistances, les bobines d'induction et les condensateurs, à une source de FEM produisant un courant alternatif. Nous considérerons d'abord chacun de ces éléments de circuit séparément, puis nous étudierons les effets de leur association en série et en parallèle. Dans le cadre de ce cours, nous nous concentrerons essentiellement sur l'effet d'une association en série. Nous n'aborderons que très brièvement l'effet d'une association en parallèle. Avant d'étudier les circuits alimentés en courant alternatif, prenons le temps d'énoncer certaines définitions et conventions. Une caractéristique fondamentale des circuits électriques alimentés par un générateur de courant alternatif est que la FEM de la source et le courant varient sinusoïdalement dans le temps. Cela signifie que la différence de potentiel aux bornes de la source et l'intensité du courant changent constamment au fil du temps. Il est donc nécessaire dans ce contexte d'introduire le concept de valeur instantanée du courant et de la différence de potentiel, c'est-à-dire la valeur de ces grandeurs à un instant t précis donné par une fonction du temps. Nous utiliserons les lettres minuscules pour désigner les valeurs instantanées du courant et de la différence de potentiel. De plus, nous utiliserons le terme tension plutôt que différence de potentiel dans le cas des circuits alimentés en courant alternatif. Sauf dans le cas d'association en parallèle, nous supposerons que le courant instantané est toujours donné par l'équation suivante, qui décrit bien une fonction sinusoïdale de ωt. On retrouve dans cette fonction oméga, qui correspond toujours à la fréquence angulaire, ou pulsation, en radians par seconde. Cette fréquence angulaire est égale à 2πf, c'est une définition, c'est toujours comme ça. Dans cette définition, f est la fréquence en Hertz de la source de FEM alternative, la fréquence de rotation de la bobine dans l'aimant du générateur. La fréquence angulaire oméga qui apparaît dans l'équation du courant dépend donc directement de la fréquence f de la source de FEM. La fréquence des courants est de 50 Hz en Europe, en Asie, en Afrique, mais de 60 Hz en Amérique du Nord. La fréquence angulaire est donc une mesure de la vitesse angulaire, c'est-à-dire de la vitesse de rotation. La vitesse angulaire mesure non pas une distance par unité de temps, comme une vitesse normale, mais un angle parcouru par unité de temps. Prenons un exemple numérique. Si la fréquence de la source de FEM alternative f est 50 Hz, la vitesse angulaire est 2π fois 50, ce qui nous fait 100 pi radians par seconde. Cela signifie qu'en une seconde, l'angle parcouru est de 100 pi radians. Autrement dit, de 50 tours de 2 pi radians en une seconde, ce qui est bien cohérent avec ce que nous donne la fréquence. La période t, c'est-à-dire le temps mis pour faire un tour, est de 1 sur 50, c'est-à-dire de 0,02 secondes ou 20 millisecondes. La formule donnant le courant instantané I de t est égale à I0 sinus oméga t
nous montre également que le courant oscille entre une valeur maximale et minimale. L'amplitude I0 est la valeur maximale ou minimale du courant. Notez que l'indice 0 de I0 ne signifie pas au temps t est égal à 0. Il sert simplement à identifier une valeur instantanée de I parmi les autres, c'est-à-dire sa valeur maximale. Pour terminer, notons que le signe de I de t est égal à I0 sinus oméga t n'exprime pas une valeur positive ou négative en tant que telle. Il désigne un sens conventionnel du courant. En effet, lorsque I de t est plus petit que 0, le sens du courant s'inverse par rapport à la direction initiale. Lorsque I de t est plus grand que 0, le courant circule dans la direction initiale. Le signe de I de t a donc uniquement une signification conventionnelle liée au sens du courant. On dit que deux grandeurs de même fréquence, telles le courant et la tension, sont en phase si elles prennent leur valeur maximale au même instant. C'est le cas de l'exemple repris sur la figure et sur lequel nous reviendrons plus tard. Cependant, le plus souvent, la tension instantanée aux bornes de la source n'est pas en phase avec le courant. Les valeurs maximales sont atteintes à des moments différents. On parle alors de déphasage entre le courant et la tension. L'équation de la tension instantanée aux bornes de la source tient compte de ce déphasage possible. La tension instantanée est en effet donnée par une fonction sinusoïdale où ΔV0 est la tension maximale et l'angle de phase φ représente la différence de phase, le déphasage, entre la tension et le courant. Ce déphasage peut être en avant ou en arrière, ce qui signifie que la tension peut soit être en avance ou en retard sur le courant. En d'autres termes, la tension peut atteindre son maximum plus tôt ou plus tard dans le temps par rapport au courant. Ce sens du déphasage transparaît dans l'équation de la tension par un angle φ positif, indiquant que la tension est en avance, ou négatif, indiquant que la tension est en retard sur le courant. La grandeur de l'angle φ, quant à lui, nous indique l'ampleur du déphasage. Un angle de φ de 0 radian signifie que les deux grandeurs oscillent en phase. C'est le cas du courant et de la tension sur la figure. Un angle φ de pi demi-radian signifie que les deux grandeurs oscillent en quadrature. Un angle φ de pi radian signifie que les deux grandeurs sont en opposition de phase. Tout comme la tension aux bornes de la source ΔV, la tension aux bornes d'une résistance ΔVR, d'une bobine idéale ΔVL ou d'un condensateur ΔVC alterne elle aussi de polarité dans un circuit alimenté en courant alternatif. Il y a certaines conventions de signes et de symboles à respecter pour considérer les tensions dans les circuits à courant alternatif. La figure représente un élément de circuit, une résistance, une bobine ou un condensateur, ou un groupe d'éléments de circuit, peu importe, schématisé par le rectangle encadré en bleu. Ce dernier est relié à une source de tension sinusoïdale dont le symbole électrique est représenté. Le sens du courant instantané est indiqué sur la figure par les flèches vertes. Nous définissons le sens représenté du courant, de la borne positive de la source à sa borne négative, comme positif. La polarité indiquée aux bornes de la source et celle aux bornes de l'élément de circuit sont celles que nous définissons comme positives. Ce choix de convention permettra en tout temps d'écrire la loi des mailles comme une soustraction. Par exemple, si l'élément de circuit représenté sur la figure est un condensateur, on pourra écrire ΔV moins ΔVC est égal à 0. Cette équation sera valable que les tensions ΔV et ΔVC prennent un signe positif ou négatif. Lorsqu'une résistance, une bobine d'induction ou un condensateur est branché à une source de tension alternative, une relation précise s'établit donc entre les valeurs maximales de courant et de tension aux bornes de l'élément de circuit. Dans les sections qui suivent, nous allons nous intéresser à cette relation. Considérons dans un premier temps
les courants et les tensions dans des circuits ne contenant qu'un élément en série avec la source de tension alternative, c'est-à-dire des circuits contenant soit une résistance, soit une bobine d'induction ou un condensateur. Commençons par étudier le courant et la tension dans un circuit alimenté en courant alternatif contenant une résistance. Comme le montre la figure, la résistance est reliée à une source de FEM idéale, dont la tension instantanée aux bornes est ΔV. La source de FEM est dite idéale car on considère que sa résistance interne est nulle et donc que la tension à ces bornes est égale à la FEM. Les polarités des tensions et le sens du courant sont illustrés dans le cas où ils sont tous trois positifs. Comme nous l'avons vu précédemment, dans le contexte des circuits alimentés en courant alternatif, la valeur instantanée du courant est donnée par la fonction I de t est égale à I0 sinus oméga t. Qu'en est-il de la tension instantanée? La loi des mailles de Kirchhoff nous donne que ΔV moins ΔVR est égal à 0. ΔVR est bien sûr la tension aux bornes de la résistance. Elle est égale à RI d'après la loi d'Ohm. Dans ce cas, comme I de t est donné par une fonction sinusoïdale, la tension instantanée aux bornes de la résistance, ΔVR est égale à RI, est donc en fait égale à RI0 sinus oméga t. On a simplement substitué dans la loi d'Ohm I par sa fonction sinusoïdale. En remplaçant RI0 par ΔVR0, nous obtenons que ΔVR est égal à ΔVR0 sinus oméga t. ΔVR0 correspond bien évidemment à la valeur maximale de tension. Comparons les expressions donnant le courant et la tension instantanée. Le courant instantané est donné par I de t est égal à I0 sinus oméga t, alors que la tension instantanée dans ce circuit, on vient de le voir, est donnée par ΔVR est égal à ΔVR0 sinus oméga t. Si nous reprenons l'expression générale de la tension instantanée, ΔV est égal à ΔV0 sinus oméga t plus phi, nous constatons que dans ce cas-ci, on a deux fonctions sinusoïdales de oméga t. Phi est donc égal à 0. Cela signifie que dans un circuit ne comprenant qu'une résistance en série avec la source de FEM alternative, le courant et la tension sont en phase. Dans le contexte des circuits à courant alternatif, le courant et la tension varient constamment dans le temps. Il est donc logique que nous cherchions un moyen pour décrire ces grandeurs en moyenne. C'est utile, par exemple, pour connaître la puissance moyenne consommée par le circuit. Le problème, c'est que la moyenne de I et la moyenne de ΔV est égale à 0, puisque tous deux varient autour de 0. Nous devons donc avoir recours à une autre manière de calculer l'intensité moyenne entre guillemets de ces grandeurs. En réalité, pour avoir une idée de la grandeur du courant et de la tension, on doit avoir recours au concept de valeur efficace. Pour comprendre et obtenir les valeurs efficaces de courant et de tension, partons de la définition de la puissance. La puissance instantanée P, associée à la dissipation thermique dans la résistance, et P est égal à RI carré, qui est égal à RI0 sinus au carré de oméga t. Nous constatons qu'il serait utile de connaître la valeur moyenne de I carré sur un cycle complet pour le calcul de la puissance moyenne. Cette valeur moyenne de I carré sur un cycle complet est obtenue facilement à partir de l'identité trigonométrique suivante. En effet, étant donné que la moyenne de cosinus 2θ sur un cycle complet est nulle, nous constatons que la moyenne de sinus au carré de θ sur un cycle vaut simplement 1/2. La valeur moyenne de I carré sur un cycle complet vaut donc I0 au carré sur 2, c'est-à-dire qu'elle est égale au carré du courant maximum, le tout divisé par 2. La racine carrée de cette moyenne, ou valeur quadratique moyenne, est appelée valeur efficace de l'intensité du courant I, ou simplement courant efficace. La valeur quadratique moyenne est une façon utile de décrire une grandeur qui peut être positive ou négative. Elle consiste à élever la grandeur au carré
à prendre sa moyenne arithmétique et ensuite à prendre la racine carrée du résultat. L'avantage est évidemment qu'on n'aura pas une moyenne égale à 0 puisque les valeurs négatives ne compenseront pas les valeurs positives. En effet, l'élévation carrée rend les valeurs négatives positives. On voit dans la formule que le courant efficace est approximativement égal à 70% de la valeur maximale du courant. C'est ce qu'illustre également la barre noire sur la figure. La convention est d'utiliser des lettres majuscules I, delta V et P pour désigner les valeurs efficaces du courant, de la tension et de la puissance. Nous faisons également appel au concept de valeur efficace pour obtenir la tension moyenne. La relation entre la tension efficace et la tension maximale est semblable à celle obtenue pour le courant. La tension efficace delta V est en effet égale à delta V0 sur racine de 2. Cette relation est valable pour la source, la résistance ou tout autre élément de circuit aux bornes duquel la tension varie de façon sinusoïdale. La tension efficace est donc également approximativement égale à 70% de la tension maximale. C'est ce qu'indique la figure illustrant la tension instantanée, en rouge, la tension maximale, en vert, et la tension efficace, en bleu. Les grandes reprises sur la figure sont représentatives de l'alimentation électrique en Europe. En effet, nous constatons que la période T est de 20 millisecondes, ce qui correspond bien à une fréquence de 50 Hz. De plus, la tension efficace est de 230 volts, ce qui correspond bien à la tension fournie par nos prises murales. Nous constatons sur la figure que cette tension efficace correspond à une tension variant de façon sinusoïdale entre les valeurs maximales et minimales de 325 volts. Les valeurs efficaces du courant et de la tension ne diffèrent donc de leur valeur instantanée maximale que par le facteur racine de 2. Puisque les valeurs efficaces du courant et de la tension ne diffèrent de leur valeur instantanée maximale que par le facteur racine de 2, l'équation delta VR0 est égale à RI0 peut être réécrite sous la forme de delta VR est égal à RI. En effet, il nous suffit de diviser les deux membres de l'équation par racine de 2. On constate que l'équation qui donne la tension aux bornes d'une résistance est analogue à la loi d'Ohm en courant continu si R est constante. Seulement attention, ici dans les circuits alternatifs, c'est la valeur efficace du courant et de tension que nous utilisons. Nous sommes maintenant armés pour définir la puissance dans un circuit constitué d'une résistance en série avec une source de tension alternative. La puissance moyenne, ou la puissance efficace, est donnée par l'expression P moyen est égal à RI carré moyen. Nous avons vu précédemment que le courant efficace I est égal à la racine carrée de I carré moyen. La puissance moyenne ou efficace associée à une résistance est donc égale à P, qui est égal à RI carré, où I est la valeur efficace du courant. Cette équation peut également s'écrire sous d'autres formes, comme nous l'avons vu pour les circuits à courant continu. Nous pouvons donc calculer la puissance moyenne en utilisant les mêmes expressions que celles de la puissance électrique en courant continu, à condition d'utiliser les valeurs efficaces du courant et de la tension. L'équation de la puissance efficace dans un circuit alimenté en courant alternatif nous indique que la valeur efficace d'un courant ou d'une tension alternative correspond à la valeur du courant continu ou de la tension continue produisant un échauffement, c'est-à-dire une dissipation de puissance, identique dans une résistance. Notez que c'est la valeur efficace du courant que nous renseigne un ampèremètre analogique. De plus, la tension de 230 volts de nos prises murales est la valeur efficace de la tension du secteur. Elle correspond à une tension variant entre 325 et moins 325 volts. Finalement, notez également que la tension efficace est plus basse aux États-Unis, où elle est de 120 volts. Faisons un exercice ensemble afin de voir si tous les concepts abordés jusqu'ici ont été bien compris. Lisons attentivement l'énoncé. Une ampoule électrique utilise une puissance efficace de 100 watts lorsqu'on la branche sur une prise murale dont la tension efficace est de 120 volts. On nous demande de déterminer dans un premier temps la résistance de l'ampoule quand elle fonctionne.
Alors dans l'énoncé, on nous donne la puissance P qui est égale à 100 watts. On nous donne également la tension efficace ΔVR qui est égale à 120 volts. Il nous suffit donc d'utiliser la formule de la puissance en fonction de R et d'isoler R. Nous obtenons que R est égal à ΔVR sur P et nous obtenons ainsi que la résistance est égale à 144 ohms. On nous demande ensuite de trouver la tension maximale de la source. Nous savons que la tension efficace ΔV ne diffère de sa valeur maximale que par un facteur racine de 2. Nous pouvons donc aisément obtenir la tension maximale de la source en multipliant la valeur efficace par racine de 2. Cela signifie que la tension instantanée aux bornes de la source fluctue donc entre moins 170 volts et plus 170 volts. Petite parenthèse, 120 volts est la tension efficace de distribution aux États-Unis. Vous pouvez faire le même exercice avec la tension efficace en Europe qui est de 230 volts. Quelles sont les valeurs maximales et minimales de tension en Europe? Il vous suffit de calculer le produit de 230 et de racine de 2. Cela nous donne bien 325 volts. Comme mentionné précédemment, en Europe, la tension instantanée aux bornes de la source fluctue donc entre moins 325 volts et plus 325 volts. Quelle est maintenant la valeur efficace de l'intensité du courant qui circule dans l'ampoule? Pour trouver cette valeur efficace, nous pouvons utiliser l'équation de la puissance en fonction de I. P est égal à I fois ΔVR. Si nous isolons I, nous obtenons que I est égal à P sur ΔVR. La puissance efficace P est donnée dans l'énoncé. Elle vaut 100 watts. La tension efficace aux bornes de la résistance doit forcément être égale à la tension aux bornes de la source qui est également donnée dans l'énoncé. Elle vaut donc 120 volts. Si on reprend l'équation qui donne l'intensité du courant, il nous suffit de diviser la puissance efficace par la tension efficace et nous obtenons le courant efficace. Notez que nous aurions également pu utiliser la loi d'Ohm en isolant I pour résoudre cet exercice. Pour trouver la valeur maximale du courant, il nous suffit de multiplier la valeur efficace de I, 0,833 ampères, par la racine carrée de 2, c'est-à-dire par 1,414, ce qui nous donne 1,18 ampères. L'intensité maximale du courant est I0 égale à 1,18 ampères. Cela signifie que le courant instantané fluctue entre moins 1,18 ampères et plus 1,18 ampères. La valeur maximale de la puissance instantanée est quant à elle égale à P0 qui est égal à RI carré 0, ce qui nous donne 200 watts. Nous constatons que la puissance maximale est égale à 2 fois la puissance efficace dans un circuit alimenté en courant alternatif contenant une résistance. Considérons maintenant le cas d'un circuit simple alimenté en courant alternatif contenant une bobine idéale. La figure illustre un tel circuit, contenant une source de tension alternative, tentant d'établir un courant dans le sens indiqué. La tension instantanée aux bornes de la bobine tentera de s'opposer à l'augmentation du courant. Sa polarité est opposée à celle de la source de tension alternative. Elle correspond donc bien au signe indiqué à ces bornes. Trouvons l'expression du courant et de la tension instantanée dans ce circuit, comme nous l'avons fait dans le cas d'un circuit contenant une résistance. Alors la loi des mailles de Kirchhoff nous donne que ΔV moins ΔVL est égal à 0. Précédemment, nous avons vu que la tension aux bornes d'une bobine est donnée par ΔVL est égal à moins L fois dI sur dt. Dans le cas qui nous occupe, pour respecter les conventions de polarité et de sens et la cohérence de la loi des mailles, ΔVL doit être positif. En effet, comme le courant croît, dI sur dt est positif, et donc pour que l'ensemble soit positif, il faut un signe plus devant L fois dI sur dt. Pour s'en convaincre, il suffit de vérifier qu'avec les conventions posées, la tension aux bornes de la self ou de la bobine d'induction génère un courant s'opposant à celui qui en est la cause. Nous avons donc dans ce cas particulier ΔVL qui est égal à L fois dI sur dt.
Nous savons également que la valeur instantanée du courant est I au temps t, qui est égal à I0 sinus oméga t. C'est le cas pour tout circuit alimenté en courant alternatif ne contenant pas d'association en parallèle. Pour obtenir dI sur dt dans la formule de la tension, nous devons dériver le courant par rapport au temps. La dérivée de I0 sinus oméga t est I0 oméga cosinus oméga t. Donc si nous reprenons notre définition de delta VL et remplaçons L fois dI sur dt par l'expression que nous venons de trouver, c'est-à-dire I0 oméga cosinus oméga t, nous obtenons que la tension aux bornes de la bobine delta VL est égale à I0 oméga L cosinus oméga t. Nous constatons que quand cosinus oméga t vaut 1, et donc quand la fonction atteint sa valeur maximale, delta VL est égal à I0 oméga L. I0 oméga L nous donne donc la tension maximale, notée delta VL0, aux bornes de la bobine. Nous pouvons remplacer I0 oméga L dans la formule donnant la tension instantanée aux bornes de la bobine par delta VL0. Comparons les expressions de la valeur instantanée du courant et de la tension. Le courant instantané au temps t est égal à I0 sinus oméga t. La tension instantanée au temps t est égale à delta VL0 cosinus oméga t. Les identités trigonométriques nous donnent cosinus oméga t est égal à sinus oméga t plus pi demi. Ceci nous permet de constater que delta VL est égal à delta VL0 sinus oméga t plus pi demi, et donc que l'angle de phase phi est égal à pi demi. Cela signifie que delta VL est en avance sur I, comme le montre la figure. En effet, la tension delta VL atteint sa valeur maximale un quart de cycle avant le courant. Ceci est dû au fait que, contrairement à la tension aux bornes d'une résistance delta VR, qui est proportionnelle à I, comme l'indique la loi d'Ohm, la tension aux bornes d'une bobine delta VL, elle ne dépend pas du courant, mais de son taux de variation dI sur dt. Delta VL est en effet proportionnel à la dérivée du courant. Par exemple, delta VL prend sa valeur maximale lorsque I est égal à 0, parce que dI sur dt est maximale à cet instant. En effet, la dérivée est toujours maximale lorsque la primitive est nulle. Par contre, la dérivée est nulle lorsque la primitive est maximale, comme vous pouvez le constater sur la figure. L'équation donnant la tension maximale aux bornes d'une bobine, delta VL0 est égal à I0 oméga L, peut être écrite sous une forme analogue à la loi d'Ohm, en remplaçant oméga L par ZL. Nous obtenons delta V0 est égal à ZL I0, ou encore, en utilisant les valeurs efficaces, delta VL est égal à ZLI. Dans cette équation, ZL est égal à oméga L et correspond à l'impédance de la bobine, appelée impédance inductive. L'unité d'impédance est l'ohm. L'impédance d'un élément de circuit indique dans quelle mesure il s'oppose à la circulation du courant alternatif. Comme le suggère l'équation ci-dessus, l'impédance joue dans un circuit alimenté en courant alternatif un rôle similaire à celui de la résistance dans un circuit à courant continu. Nous constatons sur la figure que l'impédance inductive ZL est d'autant plus grande que la vitesse angulaire de la source de FEM est grande. L'impédance d'un élément de circuit nous renseigne sur la tension alternative qui doit lui être appliquée à une fréquence donnée pour faire circuler dans le circuit un courant alternatif égal à l'unité. Quelle est la puissance moyenne fournie ou dissipée par une bobine pendant un cycle complet? Reprenons la définition de la puissance, P est égal à delta VI, et appliquons-la à ce cas particulier. La puissance instantanée fournie à la bobine s'écrit de la manière suivante. Dans l'expression précédente, nous avons simplement remplacé les valeurs instantanées de courant I et de tension delta VL par leur expression en fonction de oméga t que nous avons définie plus tôt. Nous constatons que la puissance moyenne est nulle.
En effet, le sinus moyen et le cosinus moyen sur un cycle complet sont tous deux égaux à 0. Cela signifie que l'énergie emmagasinée par la bobine durant chaque quart de cycle est restituée à la source pendant le quart de cycle suivant. En comparant les tracés représentant le courant et la puissance au cours du temps sur la figure, nous constatons également que la puissance est positive lorsque le courant diminue, alors qu'elle est négative lorsque le courant augmente. Considérons pour terminer un circuit simple contenant un condensateur. La figure représente un condensateur relié à une source de FEM alternative. L'armature positive du condensateur porte une charge égale à plus Q, alors que l'armature négative porte une charge égale à moins Q. La valeur instantanée du courant est comme précédemment donnée par l'expression I autant T est égal à I0 sinus oméga T. Le courant circulant dans le circuit charge les armatures, de sorte que I est forcément égal à plus dQ sur dt, puisque la charge augmente. Ou encore, dQ est égal à I fois dt. En résolvant l'intégrale, nous obtenons la valeur instantanée de la charge donnée par Q est égale à moins I0 sur oméga cosinus oméga t plus d, où d est une constante d'intégration. Elle dépend des conditions initiales et nous pouvons la choisir égale à 0. La loi des mailles de Kirchhoff nous donne ΔV moins ΔVC est égal à 0. Précédemment, nous avons vu que la tension instantanée aux bornes du condensateur ΔVC est donnée par l'équation ΔVC est égal à Q sur C, où C est la capacité du condensateur. En substituant la charge Q par l'expression donnant sa valeur instantanée, nous obtenons que la tension aux bornes du condensateur ΔVC est égale à moins ΔVC0 cosinus oméga t, avec ΔVC0 égale à I0 fois 1 sur oméga c qui correspond à la valeur maximale. Comparons maintenant les expressions de la valeur instantanée du courant et de la tension. Le courant instantané est donné par l'équation I autant t est égal à I0 sinus oméga t. La tension instantanée est quant à elle donnée par l'équation ΔVC est égal à moins ΔVC0 cosinus oméga t. Les identités trigonométriques nous donnent que moins cosinus oméga t est égal à sinus oméga t moins pi demi. Nous constatons donc que l'angle de phase dans ce cas, Φ est égal à moins pi demi. Cela signifie que dans un circuit simple comprenant une source de tension alternative et un condensateur, la tension aux bornes du condensateur ΔV0 est en retard de pi demi-radian sur le courant. En d'autres termes, ΔVC atteint sa valeur maximale un quart de cycle après le courant, comme l'indique la figure de droite. En effet, le courant atteint son maximum noté I0 autant T est égal à A, alors que la tension atteint son maximum noté ΔVC0 plus tard, autant T est égal à B. L'équation donnant la valeur de la tension maximale aux bornes d'un condensateur, ΔVC0 est égal à I0 fois 1 sur oméga c, peut s'écrire ΔVC0 est égal à ZC I0. Ou, comme vous pouvez le constater, nous avons remplacé 1 sur oméga c par ZC. On peut également réécrire cette équation en utilisant les valeurs efficaces. Pour cela, il nous suffit de diviser les deux membres de l'équation par la racine de 2.
comme nous l'avons fait précédemment dans le cas d'un circuit contenant une résistance ou une bobine. Je vous rappelle en effet que les valeurs efficaces ne diffèrent des valeurs maximales que par un facteur racine de 2. Nous obtenons alors une expression de la tension efficace aux bornes du condensateur qui a la même forme que la loi d'Ohm. L'impédance capacitive, notée ZC, est l'impédance du condensateur, exprimée en ohms. ZC est égal à 1 sur oméga C. Cette impédance indique dans quelle mesure le condensateur s'oppose à la circulation du courant alternatif. Comme le suggère l'équation ci-dessus, elle joue dans un circuit alimenté en courant alternatif un rôle similaire à celui de la résistance dans un circuit à courant continu. Comme nous l'avons vu pour la bobine, l'impédance d'un élément nous renseigne sur la tension alternative qui doit lui être appliquée à une fréquence donnée pour faire circuler dans le circuit un courant alternatif égal à l'unité. Quelle est la puissance associée à un condensateur dans un circuit alimenté en courant alternatif? Reprenons la définition de la puissance, P est égal à delta VI, et appliquons-la à ce cas particulier. La puissance instantanée fournie au condensateur s'écrit de la manière suivante. Dans l'expression précédente, nous avons simplement remplacé les valeurs instantanées du courant I et de la tension delta Vc par leur expression en fonction de oméga t que nous avons définie plus tôt. Nous constatons que, comme pour la bobine, la puissance moyenne est nulle. En effet, le sinus moyen et le cosinus moyen sur un cycle complet sont tous deux égaux à 0. Cela signifie que l'énergie emmagasinée par le condensateur durant chaque quart de cycle est restituée à la source pendant le quart de cycle suivant. En comparant les tracés représentant le courant et la puissance au cours du temps sur la figure, nous constatons également que la puissance est positive lorsque le courant diminue, alors qu'elle est négative lorsque le courant augmente, ce qui est le contraire de ce que nous avons observé pour la puissance dans un circuit contenant une bobine. En résumé, pour chaque circuit simple comprenant une résistance, à gauche, une bobine, au milieu, ou un condensateur, à droite, en série avec une source de tension alternative, nous avons décrit le courant instantané I au temps t comme étant égal à I0 sinus oméga t. Nous avons constaté que la tension était soit en phase, c'est le cas de la tension delta VR aux bornes d'une résistance, soit en avance de pi-demi, c'est le cas de la tension delta VL aux bornes d'une bobine, ou en retard de pi-demi, c'est le cas de la tension delta Vc aux bornes d'un condensateur, par rapport au courant. C'est ce que nous indiquent les fonctions décrivant la tension instantanée en fonction de oméga t dans ces trois types de circuits simples. Nous avons également décrit la tension efficace aux bornes de ces éléments au moyen d'une expression analogue à la loi d'Ohm. Pour cela, nous avons introduit les concepts d'impédance, inductive dans le cas d'une bobine, et capacitive dans le cas d'un condensateur. Nous avons vu que l'impédance d'un élément de circuit indique dans quelle mesure il s'oppose à la circulation du courant alternatif. Comme le suggèrent les équations décrivant la tension efficace dans les différents circuits, l'impédance Z joue dans un circuit alimenté en courant alternatif un rôle similaire à celui de la résistance dans un circuit à courant continu. L'expression de la puissance nous indique que la puissance dissipée dans un circuit contenant une résistance est donnée par la même expression que celle décrivant la puissance dans un circuit alimenté en courant continu. Attention, ici P et I réfèrent bien sûr aux valeurs efficaces. Nous en avons conclu que la valeur efficace d'un courant ou d'une tension en courant alternatif correspond à la valeur du courant continu ou de la tension continue produisant un échauffement identique dans une résistance. Par contre, la puissance est nulle dans le cas de circuits contenant une bobine ou un condensateur. En effet, dans ce circuit, toute la puissance fournie pendant un quart de tour par la bobine ou le condensateur est dissipée pendant le quart de tour suivant.